Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Nouvelle affaire de soupçons d'emploi fictif. Cette fois, elle concerne des assistants au Parlement européen. 19 élus seraient concernés. Parmi eux, Marielle de Sarnez. La ministre entend porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Une enquête préliminaire a été ouverte le 22 mars par le parquet de Paris. Et autre dossier qui entache le début de quinquennat d'Emmanuel Macron, celui de Richard Ferrand. Le journal Le Monde l'accuse de mélange des genres entre affaires privées et vie publique. Le ministre de la Cohésion des Territoires réfute et condamne tout soupçon. Les explications dans un instant. Les inégalités se creusent en France, c'est le constat sans appel de l'Observatoire des inégalités qui publie son rapport annuel. Pour en parler, notre invité ce soir, Louis Chauvel, sociologue, auteur de La spirale du déclassement. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Politique360. Je vous le disais en titre, à une semaine de la présentation au Conseil des ministres du projet de loi sur la moralisation de la vie publique. C'est une nouvelle affaire embarrassante pour l'exécutif. Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, est visée par une enquête pour soupçon d'emploi fictif au Parlement européen. Et elle n'est pas la seule. 19 eurodéputés sont aussi concernés. Jérôme Rabi. Ils sont donc 19 députés européens de tous bords politiques à être sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet de Paris pour des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires. Une enquête ouverte après une lettre de dénonciation de l'eurodéputée Front National Sophie Montel. Parmi les plus connus des élus visés, l'écologiste Yannick Jadot, l'ancien ministre de l'Intérieur LR Brice Hortefeux ou encore le syndicaliste devenu eurodéputé PS Édouard Martin. Mais c'est surtout le cas de Marielle de Sarnez qui pose question, puisqu'elle est au gouvernement comme ministre en charge des affaires européennes. Cette proche de François Bayrou riposte et annonce déposer plainte contre Sophie Montel pour dénonciation calomnieuse, justifiant l'activité de sa collaboratrice, qui est également élue à la région Île-de-France, en affirmant que le Parlement européen en avait connaissance et avait validé son contrat. Pour les proches d'Emmanuel Macron, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Marielle de Sarnez semble être sûre de sa réponse affirmative et que l'activité est légale. Deux, justement, que le Parlement européen ou que la justice enquête très vite, puisque là, ça peut se faire très vite au vu des éléments qu'elle peut fournir et que l'affaire soit le plus vite possible, j'allais dire, déterminée. Mais tout le monde n'est pas de cet avis, surtout à droite, d'autant que c'est justement le MoDem qui a réclamé une loi de moralisation en échange de son alliance avec Emmanuel Macron. Par rapport à la position du gouvernement et à la loi qu'il prépare sur ce sujet-là, il appartient maintenant au président de la République et au Premier ministre de prendre les décisions qui s'imposent dans la circonstance. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. En l'occurrence à la même enseigne que François Fillon, sur lequel pèsent toujours des accusations d'emploi fictif de sa femme Pénélope. Avec cette affaire, une partie de la droite espère prendre une revanche sur l'élection présidentielle perdue, selon eux à cause des déboires judiciaires de leurs candidats. Et Jean Arthuis a pu être joint par téléphone par notre journaliste François Vignal. Je n'ai pas d'assistant parlementaire mis à disposition d'un parti politique, assure-t-il. Son interview est à lire sur notre site internet publicsena.fr. Et c'est l'autre dossier brûlant qui embarrasse le gouvernement, l'affaire Richard Ferrand. Après les révélations du Canard enchaîné sur un montage immobilier supposé au profit de sa compagne, le journal Le Monde qui a enquêté parle à présent de possibles conflits d'intérêts pour ce proche d'Emmanuel Macron. Explication avec Nelson Géten. Dans un communiqué, Richard Ferrand réfute et condamne toutes les accusations du Monde. Dans son édition du soir, le quotidien qualifie les pratiques du ministre de la Cohésion des Territoires de mélange des genres. Après sa compagne, c'est son ex-femme qui aurait bénéficié de contrats avantageux des mutuelles de Bretagne que Richard Ferrand a dirigé jusqu'en 2012, jusqu'à son élection comme député. Autre révélation, Richard Ferrand n'a pas cessé de travailler pour les mutuelles de Bretagne après son arrivée à l'Assemblée. Il occupait un poste rémunéré de chargé de mission pendant toute la législature. Enfin, le député de Bretagne aurait embauché comme attaché parlementaire le mari de l'actuelle directrice des mutuelles de Bretagne. Pourtant, aucune trace de ce recrutement sur sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Des pratiques pas forcément illégales, mais qui appellent des clarifications. Il y aurait intérêt, même pour lui, s'il pense être innocent, à ce qu'il y ait une enquête réellement et à ce qu'on sache. Ou alors, il vaut mieux qu'il démissionne pour pouvoir se défendre correctement. Mais là, il y a un soupçon. Et le soupçon, ça tue la République, même la République en marche. Pilier d'En Marche depuis la première heure, Richard Ferrand pourrait devenir le premier couac du quinquennat Macron.
Et puis on vient de l'apprendre, Édouard Balladur a été mis en examen par la Cour de justice de la République dans le volet de l'affaire Karachi. Il est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle de 1995 grâce à des rétrocommissions sur des contrats d'armement. Dans le reste de l'actualité politique aujourd'hui, la fin du nini chez les Républicains à l'approche des élections législatives. François Baroin prône le désistement de candidats de son camp en cas de possible victoire du FN. Une nouvelle stratégie que nous détaille Flora Sauvage. La stratégie du nini définitivement enterrée. En cas de victoire possible du Front National, François Baroin, le chef de file de LR pour les législatives, prône le désistement. Barrage au Front National et l'abstention n'est pas une option. J'exprime mon sentiment personnel qui est une continuité d'un engagement politique depuis 25 ans contre le développement du Front National. Mais cette stratégie de désistement n'a pas toujours été celle adoptée à droite. En 2015, fort des bons résultats de son parti au premier tour des départementales, Nicolas Sarkozy avait établi la règle du nini, menaçant d'exclusion ceux qui n'appliqueraient pas la consigne. Aujourd'hui, le discours a changé et les arguments sont parfois alambiqués. Autre temps, autre mœurs. Je crois que le débat du deuxième tour a très clairement montré que Mme Le Pen était bien empêtrée dans ses solutions et que l'isolement de l'Europe, la rupture d'avec l'euro était une absurdité totale. Le Front républicain était pour nous un piège à con. Ça ne s'appelle pas autrement. Ça donnait du grain à moudre à Marine Le Pen que de dire regardez, ils s'entendent entre eux. Et à ce moment-là, ça faisait grossir ses troupes. Tandis que là, c'est contre elle. Alors donc c'est tout à fait différent. Moi j'étais pour le nini et je suis pour la version Baroin moderne. Et ce matin, la décision de François Baroin a porté ses fruits, puisque le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, affirme que les candidats de La République En Marche se désisteraient entre les deux tours des législatives, partout où le risque du Front National est présent. Et dans cette campagne des législatives, nous vous en parlions hier, les relations se tendent entre Bernard Cazeneuve et Jean-Luc Mélenchon. Si le leader de la France insoumise plaide un mot mal calibré après ses propos sur la mort de Rémi Fraisse, il exhorte l'ancien Premier ministre à l'attaquer en diffamation pour, je cite, faire éclater la vérité. Cécile Sixou. Voilà, il fait chaud ici, me voilà debout en plus. Jean-Luc Mélenchon à la tête des mauvais jours. De passage à Paris, il convoque la presse. La polémique née de ses propos accusant Bernard Cazeneuve de l'assassinat de Rémi Fraisse, il n'en voulait pas. Sur le moment, j'étais stupéfait. Honnêtement, je ne vais pas le cacher, j'étais stupéfait et je n'avais pas envie de cette polémique. Je ne l'ai pas cherché. Ce que je voulais, c'était clore la tentation de me mettre en cause et je demande qu'on comprenne que je me sens agressé. Mais le leader de la France insoumise ne s'excusera pas pour autant. Il est prêt à aller jusqu'au procès, un procès qu'il juge utile. Je veux dire ceci, si M. Cazeneuve estime qu'il est juste de me faire un procès en diffamation, eh bien je l'invite à le faire. De cette façon, nous pourrons, devant un prétoire, enfin prendre tous les éléments, toutes les pièces du dossier des conditions dans lesquelles Rémi Fraisse est mort. Quelques heures plus tôt, pourtant, pour mettre fin au feuilleton, Bernard Cazeneuve lui avait proposé un deal, des excuses, et il retirait sa plainte. Si bien entendu il dit dans les jours qui viennent, je regrette ce que j'ai dit, je me suis laissé emporter et je présente mes excuses, je retirerai ma plainte. Moi je n'ai pas de raison d'entretenir des polémiques. Si Jean-Luc Mélenchon reconnaît être allé trop loin en parlant d'assassinat, il conseille à Bernard Cazeneuve de balayer devant sa porte au lieu de lui faire des leçons de République. Il y a de plus en plus de pauvres en France et les écarts se creusent de plus en plus. Écart de revenus, d'accès à l'emploi, d'accès aux soins, précarité des jeunes. C'est le constat de l'Observatoire des inégalités en France qui publie son second rapport après une première étude choc publiée en 2005. Samia Dechir. 2 ans après le premier rapport de l'Observatoire des inégalités, rien n'a changé. L'écart de niveau de vie mensuel entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres dépasse les 4 000 € mensuels. Entre 2003 et 2014, les 10% des Français les plus pauvres ont perdu 30 € par mois, quand les 10% les plus aisés en ont gagné 686. La France reste pourtant l'un des pays où le taux de pauvreté est le plus faible. On n'est pas dans un système de déclin catastrophique, de paupérisation de masse de la société française. C'est pas vrai. On a un modèle social qui continue à protéger, mais où les niveaux de vie des plus défavorisés diminuent. L'explosion des inégalités remonte à la crise de 2008 et elle ne touche pas tout le monde de la même façon. Parmi les premières victimes, les jeunes, 36% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté ont moins de 19 ans.
Les moins diplômés sont également les plus touchés. 70% des chômeurs supplémentaires entre 2008 et 2016 sont des employés ou des ouvriers. Si les gourmands de notre société ne lâchent pas un peu, ne sont pas un peu plus solidaires, je pense qu'on va vers de graves difficultés, effectivement, des tensions qui vont s'accroître d'année en année et qu'on va retrouver dans les prochaines élections. Pour les auteurs du rapport, la France aurait aujourd'hui deux options, assumer le choix d'une société compétitive ou repenser totalement sa politique de solidarité. Et mon invité ce soir, Louis Chauvel, bonsoir, vous êtes sociologue, auteur de ce livre, La spirale du déclassement, et c'est sur la société des illusions aux éditions du Seuil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également membre du conseil scientifique de l'Observatoire des inégalités, on vient de l'entendre, qui a publié son second rapport. Première question, que recouvre ce terme d'inégalité? On l'a vu très à la mode, notamment pendant cette campagne présidentielle. C'est un thème qui, à l'échelon mondial, devient un vrai souci général. Cette idée d'inégalité, c'est l'idée avant tout que les êtres humains sont égaux en droit dans la plupart des pays développés, mais dans la réalité des faits sociaux, selon son lieu de naissance, selon sa catégorie sociale de naissance, selon les ressources de ses parents, selon ses capacités de travail, son état de santé, ainsi de suite, les destins divergent. Et en fait, ce qui est extrêmement inquiétant sur cette question des inégalités, c'est que nous avons tous vécu dans l'idée que l'égalisation des conditions de vie et la progression des niveaux de vie, c'est l'image même du progrès social depuis des décennies. En fait, à l'échelon mondial, ce que nous mesurons dans le monde, en Europe, mais ce qu'on mesure aussi en France, c'est le fait que notre avenir ressemble de moins en moins à ce qui était l'avenir normal des années 1970. C'est-à-dire, dans les années 70, la progression des salaires, la progression des niveaux de vie, la progression de la protection sociale, de l'État-providence, était la marche normale des sociétés européennes, dans un contexte où les plus pauvres rattrapaient beaucoup plus vite que ne progressaient les plus riches. Cette situation-là s'est arrêtée voilà une trentaine d'années déjà, c'est-à-dire nous sommes au bout d'une génération qui a connu une forte stagnation sociale, et maintenant nous assistons à une forme d'inversion qui ne fait que débuter en France, c'est-à-dire, j'ai dit à plusieurs reprises, c'est un phénomène mondial. Trump a été élu dans un contexte de déstabilisation profonde des classes moyennes et des classes populaires américaines, où les salaires ne permettent plus de vivre décemment dans la société de consommation américaine pour 2/3 de la population. C'est la même chose en France, Louis Chauvel ? Nous sommes au début. En France, la situation n'est pas aussi critique, voire apocalyptique qu'elle ne l'est aux États-Unis. En France, en revanche, nous commençons à voir une grande progression. En fait, dans le phénomène français, ce qui est intéressant, c'est la stagnation des ressources dans un contexte où les inégalités ont cessé de se réduire. Ce qui signifie que pour les catégories populaires... Elles ont cessé de se réduire, mais on le voit dans le rapport de l'Observatoire des inégalités aussi, que les inégalités de revenus s'accroissent aussi par le bas en France. C'est un accroissement par le bas, c'est un accroissement qui est lié notamment au fait que, naguère dans les années 70, le bas vivait de salaires modestes, mais qu'aujourd'hui, une partie importante des revenus les plus faibles dépendent avant tout de redistributions publiques qui aujourd'hui sont de plus en plus mises sous pression. C'est-à-dire que nous avons une situation où, naguère, les pauvres étaient relativement autonomes par leur propre salaire modeste dans leur situation, et que maintenant ils sont beaucoup plus dépendants d'un État-providence de plus en plus chancelant. Ce qui se passe en plus, c'est que en raison de ce processus de plus de 30 ans de stagnation des conditions de vie dans les catégories populaires en France, les familles, qui étaient un amortisseur, depuis 30 ans, les familles ont permis de réduire le choc de la crise économique pour les jeunes générations, les familles, progressivement, n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'en fait, voilà 30 ans, les jeunes de 20 ans avaient des parents qui avaient eu plus d'occasions d'accumuler de l'épargne, de devenir propriétaires de leur maison. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans dépendent de plus de parents d'une cinquantaine d'années,
de plus en plus en difficulté. Ce qui signifie que les différents amortisseurs des chocs dont on avait bien bénéficié au cours des années récentes... Il n'y en a plus d'amortisseurs des chocs, puisque dans le rapport, on parle quand même du modèle social français qui a permis justement d'atténuer les effets de la crise. L'État-providence est de plus en plus en difficulté pour tout un ensemble de raisons. Et ce que l'on a appelé à une époque la famille-providence, c'est-à-dire les grands-parents et les parents capables d'amortir les chocs pour leurs enfants chômeurs, la situation devient de plus en plus difficile. Ce qu'on mesure en plus, et c'est un phénomène sinon nouveau, mais qui par accumulation du temps, le reportage disait qu'il n'y avait rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait qu'à mesure d'accumuler les décennies de ralentissement et les contextes difficiles, on commence à voir le bout des crispations sociales. Et l'un des éléments de crispation majeurs aujourd'hui, c'est le patrimoine, c'est le logement, c'est la propriété du logement, c'est le surendettement d'un grand nombre de familles de travailleurs de 40 à 55 ans, un peu avant, un peu après. Et en fait, l'expansion, la montée en puissance des prix du logement, la multiplication par 2 du prix du mètre carré dans la plupart des régions françaises, des grandes villes de régions françaises, et pire encore à Paris, où la croissance du prix du mètre carré continue d'augmenter, cela disqualifie les niveaux de vie des salariés modestes et maintenant des salariés des classes moyennes qui peuvent voir effectivement en termes absolus que leur salaire est correct, mais retraduit en prix du logement, en prix du mètre carré, un salaire même très bon dans Paris intramuros devient de plus en plus difficile pour accéder au logement décent. Mais pourquoi les politiques publiques finalement échouent à résorber ces écarts? On sait qu'en 2012, François Hollande, c'était celui justement qui portait peut-être le plus cette couleur de l'égalité. 5 ans après, les déceptions sont immenses. Les déceptions sont effectivement immenses, mais il existe une réalité tangible qui est que tant que la machine économique française ne repartira pas sur le fondement avant tout du travail, qu'il soit salarié ou indépendant, permettant de rapporter vraiment un niveau de vie supplémentaire pour la population, on ne pourra pas Alors est-ce que ça passe par une grande réforme du Code du travail, voilà, Chauvel, pour parler de l'actualité? Redistribuer. Certainement, réforme du Code du travail, mais ce sont aussi des investissements. C'est-à-dire qu'avant de dépenser et de redistribuer l'argent, quel que soit le secteur de redistribution, qu'il s'agisse de la santé, de l'école, voire des retraites ou de toute autre nature de redistribution, pour redistribuer, il faut d'abord que cet argent existe quelque part. La machine économique allemande ou des pays nordiques est quand même considérablement reparti au cours des 10 dernières années. Donc vous voyez des éléments dans le programme d'Emmanuel Macron qui vont permettre justement de réaliser ces investissements, de relancer la machine sur le modèle économique allemand, selon vous? Disons qu'il a fait une partie de son programme sur cette question-là. Il reste qu'il faut lui souhaiter beaucoup de courage à partir de maintenant, parce qu'il va falloir passer des paroles à leur mise en application dans le contexte d'une société française extrêmement tendue, où il ne suffira pas de dire « mais en même temps, il va falloir maintenant agir ». Et c'est vrai qu'on ne sait jamais si les beaux parleurs sont toujours de bonnes personnes pour l'action politique d'implémentation directe de réformes urgentes de façon à relancer la machine économique. Ce ne sont pas que des réformes du Code du travail, c'est la capacité à retrouver des marges d'investissement pour sortir l'université, pour sortir l'éducation, pour ressortir la ville de son état de marasme actuel, mais aussi pour ressortir l'entreprise privée dans sa capacité de production de biens et de services nouveaux et de distribuer. Vous parlez de l'éducation, Louis Chauvel, on a souvent parlé de l'école comme une machine justement à favoriser, à reproduire les inégalités. Est-ce qu'on va enfin en sortir aussi de ce phénomène? Je répète, la question de l'investissement est vitale. Dès que l'on visite un petit peu des pays étrangers, pas simplement les États-Unis où on est dans le cadre des bourses, enfin des tuition and fees, des frais de scolarité à $50,000 par an comme à Columbia University à New York, c'est pas forcément ce qu'on souhaite immédiatement à la société française, mais sans parler de ces cas extrêmes, les pays nordiques, l'Allemagne et tout un ensemble de pays dans cette direction-là, l'Autriche aussi, ont des systèmes universitaires d'excellence et de masse, alors que le problème de fond en France, c'est le fait que l'université a été considérablement
paupérisé, dans une spirale du déclassement de la pauvreté de masse, qui fait que, effectivement, investir dans l'école, c'est important, mais il faut vraiment le faire. Quand on compare l'université de Nanterre, par exemple, à l'université de Göteborg en Suède, et c'est pas le capitalisme néolibéral qui règne en Suède, on voit véritablement que la France est en train de prendre un retard considérable dans les ressources cognitives, de connaissances, de savoir et de savoir-faire offerts aux nouvelles générations. En France, nous avons un bon système de grande école, mais malheureusement, il ne touche qu'un tout petit pourcentage de la population des jeunes étudiants français qui, pour la plupart, vont partir à l'étranger simplement parce que les salaires sont meilleurs à l'étranger et surtout leur capacité d'action est considérablement supérieure. Et je ne parle pas, une fois encore, que des États-Unis, je parle aussi du Québec. Beaucoup de jeunes ingénieurs français ne peuvent pas appliquer leur savoir-faire en France. Ils vont donc à Bombardier, chez Bombardier au Québec, pour fabriquer des rames pour les métros français. C'est un côté un petit peu pathétique. Sans investissement massif dans l'école, dans l'université, mais aussi dans le vrai travail privé, dans le secteur privé comme public, la société française ne redémarrera pas de ce point de vue-là. Eh bien, merci pour votre message. Merci à vous, Louis Chauvel, d'être venu sur ce plateau. Michel Grossuor va nous rejoindre dans un instant. L'épreuve de vérité, c'est l'émission politique de la rédaction. Bonsoir Michel. Votre invité ce soir, Thierry Solaire, candidat aux législatives dans les Hauts-de-Seine. Oui, il est candidat à sa réélection sous l'étiquette LR et nous lui demanderons, lui qui se présente quand même comme un constructif vis-à-vis du nouvel exécutif, nous lui demanderons, et nous verrons si ça pèse sur sa réponse, si Richard Ferrand doit démissionner, puisque le soupçon s'alourdit, vous le savez, sur le ministre de la Cohésion des Territoires, et beaucoup de voix à droite et à gauche réclament sa démission. Nous lui demanderons également si, selon lui, la scission de son parti, les Républicains, est inéluctable après les élections législatives. Enfin, nous l'interrogerons sur les primaires. Il fut un artisan très actif. Nous lui demanderons si les primaires sont définitivement mortes et enterrées après le fiasco que l'on a connu à droite, mais aussi au Parti socialiste. Merci beaucoup, Michel. L'épreuve de vérité, c'est donc à suivre en direct sur notre antenne à partir de 18h30. Mais avant cela, vous l'évoquiez, je vous propose d'écouter ses réactions aux différentes affaires. On commence par celle de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Pour lui, il doit y avoir une égalité de traitement médiatique, que ce soit les affaires du Front National ou celles de son propre camp. Écoutez. Égalité de traitement face à la justice. Alors d'abord, il faudrait que le FN réponde à la justice quand ils sont convoqués. Je pense à Marine Le Pen qui refuse de se rendre aux convocations de la police ou de la justice parce que justement elle se protège. Et je pense qu'il faut une égalité de traitement. Il faut lever tout doute sur cette dénonciation dont je suis convaincu qu'elle est calomnieuse, parce qu'à la différence, c'est qu'on n'a pas des gens qui travaillaient pour un appareil politique, on a des gens qui travaillent en circonscription électorale. Moi, j'ai, comme député, je l'étais il y a quelques jours, un assistant à Paris, 3 en province. Mais les 4 bossent. C'est une vraie différence avec ce qu'on fait le Front National. C'est un retour de bâton après l'affaire des emplois fictifs du Front National au Parlement européen ? Non, c'est faire respecter un principe d'égalité devant la justice. Nous ne disons pas, nous, que c'est-à-dire que vous ne voulez pas être les seuls à avoir des ennuis, quoi. Non, nous disons que ces cas ne sont pas illégaux, comme les nôtres ne le sont pas. Puisque je rappelle que ce qui nous a été reproché, c'est d'avoir des assistants parlementaires au Parlement européen, dont certains sont, sur l'organigramme du Front National, ont des responsabilités au Front National. Alors, je n'ai pas bien compris. Vous dénoncez des cas pour dire que ce ne sont pas des cas illégaux. C'est une rhétorique un peu complexe. On s'est dit, est-ce qu'on est les seuls à être dans ce cas-là ? Ce qui n'a rien de choquant, rien d'illégal. Et on a découvert que beaucoup d'eurodéputés français sont exactement, logiquement, dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils ont des assistants parlementaires qui sont aussi en responsabilité dans leur mouvement politique. Que pensez-vous de la polémique autour de Richard Ferrand, dans laquelle il semble empêtrer votre confrère ministre ? Jusqu'à aujourd'hui, j'étais très concentré sur mes dossiers. J'ai donc vu ce qui se passait. Je suis aussi, au départ, un professeur de droit. J'ai vu que le parquet avait dit qu'il n'y avait pas lieu à poursuite. Pour moi, ça me suffit comme référence. Je me réfère évidemment aux institutions judiciaires dans ces cas-là et j'ai vu que le parquet avait dit qu'il n'y avait rien à poursuivre. Mais là, dans le cas Ferrand, ce qui est grave, c'est qu'il n'y ait pas d'enquête. Moi, depuis hier et les déclarations de l'ancien avocat, je ne comprends pas ou je ne comprendrai pas que le parquet ne lance pas une enquête. Parce qu'enfin, quand même, voilà quelqu'un qui
à son nom personnel, signe une promesse de vente, sous condition que lui-même, mais cette fois-ci agissant au nom des mutuelles de Bretagne, loue le local qu'il était en train d'acheter. Il y a quand même quelque chose qui nourrit le soupçon. Et le soupçon, ça tue la République. Le soupçon de prise illégale d'intérêt, ou en tout cas de mélange des genres. Et donc, je pense qu'il doit y avoir enquête, ne serait-ce que pour lui. Ce que je regrette, c'est qu'en effet, toutes ces affaires, elles entretiennent, si vous voulez, un soupçon et un doute. C'est à un moment où nos concitoyens, à juste titre, veulent davantage de transparence et davantage de moralisation de la vie politique. Donc ce qu'il faut naturellement, il y a deux questions me paraissent majeures. Celle des conflits d'intérêts. On le voit avec ce qui est... ça sera sans doute dans la loi de moralisation que prépare le nouveau ministre de la Justice, François Bayrou. Il va falloir voir dans quel degré de détail on descend. C'est pour ça que c'est très important qu'au Parlement, on ait des gens qui connaissent les sujets. Deuxièmement, le financement des partis politiques, vous l'évoquiez, madame, avec non seulement le Front National, mais ce qui est aujourd'hui reproché, semble-t-il, à madame de Sarnez. Et puis, vous savez, au-delà des textes de loi, il faut des moyens pour la justice. Et avant de terminer cette édition, le Sénat a commémoré la mémoire des étudiants résistants morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Une cérémonie en présence de Gérard Larcher, président du Sénat. Vous le voyez sur ces images, de Quentin Calmet. Une centaine de collégiens étaient également présents, tout comme des lycéens de Janson-de-Sailly, du lycée hôtelier Béliard et de l'Institut national des jeunes aveugles. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Thierry Solaire, candidat LR aux législatives dans les Hauts-de-Seine. Bonne soirée, à demain, 18h.